Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir Antoine Bueno. Bonsoir Antoine. Bonsoir Nathalie. Alors je te reçois ce soir pour cet essai qui s'appelle Faut-il une dictature verte avec un sous-titre qui est La démocratie au secours de la planète, qui est paru le 18 octobre dernier aux éditions Flammarion. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis participants que ce soir, il y a les questions du public qui sont ouvertes. Donc, vous pouvez vous poser vos questions soit en commentaire sous la vidéo de la page Facebook, soit directement ici et Frédéric viendra te les poser après notre entretien. Comment ça va, Antoine? Un habitué Bah, des... ça va très bien Nathalie. Oui, un habitué des livres, de la radio, du cinéma, de... Tout va bien. Ouais, oui, enfin du cinéma, faut peut-être pas exagérer, hein. Ah non, mais alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand même, Antoine a joué, je ne sais pas si on peut dire un petit rôle, un rôle dans le film qui a obtenu quand même la Palme d'Or. Tyrol. Il peut, il peut se targuer d'avoir eu une Palme d'Or, pas nous. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Mais c'est quand même ce qui s'appelle avoir vraiment de la chance, hein. Ouais, Ah bah mais ça, oui, bah voilà, j'ai joué dans deux films des tout petits rôles et il se trouve que l'un des deux a eu la Palme d'Or. Voilà. ouais, et des rôles d'experts. Alors, c'est pas par hasard, peut-être. Oui, Une fois, ça bah allait. c'est pas tout à fait un hasard parce que Oui, c'est pas un hasard. Pourquoi c'est pas un hasard? ça a coupé. Bah, parce que c'est la même réalisatrice, c'est Justine Triet qui m'avait fait jouer dans Victoria et qui m'a refait jouer dans Anatomie d'une chute. Et elle m'a donné exactement le même rôle, mais exactement le même, c'est-à-dire la même place dans l'intrigue, le même type de personnage, la même scène, la même durée de tournage, exactement la même chose. C'est très amusant. Alors, c'est compliqué de jouer dans. Qu'est-ce que c'est qui est plus facile? Écrire un essai sur un peu l'écologie ou jouer dans un film? Plus facile, Hmm. ah bah, jouer dans un film. Ah ouais? Ah oui, sans commune mesure, mais enfin à mon niveau. Je dis pas que avoir le premier rôle comme celui de l'actrice de Anatomie d'une chute ou du garçon là, du jeune garçon qui joue aussi dans ce film. Je sais pas si tout le monde a vu ce film, mais je crois quand même qu'une large partie de l'audience a vu ce film. Ça doit être très très compliqué, hein. Mais un petit rôle comme le mien, c'est beaucoup plus facile que d'écrire le livre pour lequel je suis devant vous ce soir. Alors le voilà, avec une couverture, j'ai envie de dire coup de poing, c'est le cas de le dire. Est-ce que Ouais. dans ce titre, déjà, il y a une ambivalence, un parti pris? Il y a quoi dans ce titre? Pourquoi ce titre-là? Alors, ce titre-là, bah, d'abord, un titre, ça doit interpeller. Il faut forcément que ce soit un peu choc, sinon le livre, les gens passent à côté, quoi. Après, ce qui est très important dans ce titre, et d'ailleurs tu l'as dit, c'est le sous-titre aussi. Faut-il une dictature verte? Évidemment, il y a un côté très provocateur, et pour être certain qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté quant à mon parti pris politique, il y a ce sous-titre-là qui vient dire la démocratie au secours de la planète, donc j'affiche d'emblée dès la couverture que moi, ma solution, c'est la démocratie, et puis je ne veux pas briser un suspense inutile, mais ma proposition, c'est la démocratie directe pour mettre en œuvre la transition environnementale. Alors après, pourquoi spécifiquement poser la question de la dictature verte? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que c'est une réflexion qui vient dans l'esprit et le débat public de plus en plus souvent face à la relative inaction qui est la nôtre. On sait qu'il y a une urgence, on sait que la situation environnementale est extrêmement grave, que c'est potentiellement une question de vie ou de mort pour tout ou partie de l'humanité, et pourtant, on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Et en particulier que nos systèmes institutionnels, notre système politique, n'est pas adapté pour mener cette transition. Et quand on a fait ce constat, mais sans doute qu'on y reviendra, pourquoi est-ce qu'il n'est pas adapté? Eh ben, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut l'adapter? Si oui, dans quel sens? Ou est-ce qu'il faut changer et aller vers un régime autoritaire? La deuxième raison pour laquelle je pose cette question, c'est que aujourd'hui, la voie dominante de l'écologie est incarnée par des gens qui proposent une solution, la décroissance pour ne pas la nommer, qui, à mon sens, mais je peux le démontrer, et je le démontre dans le livre, mène à une dictature verte.
Donc la question, elle est au cœur de la transition. Et je pose cette question-là parce qu'il faut se rendre compte que cette transition écologique, elle pose inévitablement un problème ou une problématique de nature politique. La transition, c'est plein de problèmes différents, problèmes économiques, problèmes sociaux, mais aussi des problèmes politiques. Et je parle de tous ces problèmes-là dans le livre, mais peut-être que, et c'est mon hypothèse, et c'est aussi ce que je démontre, la question politique, la question du verrou politique est au cœur de tous les autres verrous et que donc la question institutionnelle dans nos pays, c'est peut-être le moyen de déverrouiller toute la transition. C'est ma thèse. Alors moi, je suis un peu novice en la matière, donc j'ai tout compris. Déjà, le propos est très clair. Il y a deux parties et il y a une conclusion dans ça. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un manifeste sur une écologie un peu différente? Ah, c'est totalement ça. On peut dire que c'est à 100% ça. C'est le manifeste d'une autre écologie. Et quand on dit une autre écologie, il faut préciser, hein, c'est une écologie qui n'est pas collapso-décroissanciste. Alors, je vais peut-être un tout petit peu expliciter le propos. L'écologie collapso-décroissanciste, c'est une écologie qui nous dit la situation environnementale est cataclysmique. Jusqu'ici, je suis d'accord. Je partage le constat de l'urgence. Et donc, forcément, ça fait peur. Mais qui ensuite nous dit c'est tellement cataclysmique que on a le choix à l'avenir contre deux choses. Le collapse, un mot anglais, et c'est l'effondrement, c'est-à-dire une horreur, l'arrêt sur toute ou partie de la planète du système industriel qui nous donne à bouffer. C'est-à-dire qu'on vit tous, la plupart des gens sur cette planète vivent sous perfusion d'industrie. Donc c'est ça le collapse, c'est l'arrêt, donc potentiellement des milliards de morts. Donc on a le choix entre ça ou la décroissance, c'est-à-dire que si le collapse est un crash, pour prendre une métaphore aéronautique, la décroissance, c'est un atterrissage forcé. Et donc, on nous propose une voie, qui est la voie de la décroissance, qui est de pousser la sobriété jusqu'à ne plus avoir de croissance économique et même de poursuivre l'objectif de diminuer la taille de l'économie mondiale globalement par deux, c'est-à-dire l'intensité matérielle et énergétique de l'activité humaine, en nous disant que si on fait ça, ben, ça va bien se passer, que le niveau de vie des gens ne va pas changer, qu'on peut même l'augmenter, et qu'en plus, c'est une solution pour la planète. Tout ça, je le récuse, et je récuse surtout l'idée que ce sont les deux seules solutions. Alors, tu vas me dire si j'ai bien compris la scène. Moi, je vais synthétiser en disant est-ce que peut-on ou comment peut-on concilier le capitalisme et l'environnement? Ça, c'est mon premier résumé de ce que j'ai compris. Et après, est-ce que la démocratie, c'est la solution au réchauffement climatique, en fait, quelque part? Alors, on peut résumer les choses comme De ça. démocratie. Oui, moi, je l'ai résumé. Alors, Alors, on peut résumer les choses comme ça et revenir sur chacun des items, sur chacun des points. D'abord, est-ce qu'on peut concilier capitalisme et transition environnementale? C'est la problématique centrale de toutes les voies VOIX et VOIE-S de l'écologie. C'est sur cette question-là que se fait jour un désaccord profond entre principalement deux grandes tendances de l'écologie, celle que j'essaye d'incarner, qu'on entend très peu, qui non seulement dit que le capitalisme est compatible avec la transition, mais surtout qu'on ne pourra même pas faire de transition sans le capitalisme. C'est le cœur de mon propos. Et l'écologisme, qui aujourd'hui, dans le débat public, est dominant, voire monopolistique, voire confiscatoire, qui dit non, la transition, égale mettre à bas le capitalisme, la transition égale anticapitalisme. C'est cette idée qui est extrêmement importante pour notre avenir. Je pense que c'est l'idée la plus importante pour notre avenir, qui doit être traitée, qui doit être mise clairement dans le débat public et sur lesquelles les uns et les autres doivent se faire une opinion. Et ce que je déplore, moi, là aujourd'hui, c'est que la voix de mes adversaires est dominante et qu'en plus, c'est une voix qui avance masquée parce qu'on ne leur dit pas ça. On ne leur dit pas, je vous propose de mettre à bas le capitalisme. On leur dit, je vous propose de créer un monde d'harmonie entre l'homme et la nature,
un monde qui sera fait de solidarité, de fraternité, dans lequel vous ne perdrez rien, mais sans dire que la réalité de ce qui est proposé, c'est de passer à un tout autre système dont les conséquences politiques, économiques et écologiques seraient dramatiques. Alors, il y a une question toute bête que je voudrais te poser, hein. Ouais. Moi, j'ai très bien compris, tu l'as bien exposé. Tu dis que la transition écologique s'inscrit dans le long terme. Pourquoi on nous dit qu'il faut se dépêcher de éteindre les lumières? Alors là, je ne suis pas un bon exemple ce soir, je suis méga éclairée. Il faut essayer de pas trop ouvrir le robinet, faire couler l'eau. Pourquoi on nous dit qu'il faut se dépêcher alors que tu nous expliques très bien, et d'ailleurs on le comprend très bien quand on te lit, que cette transition écologiste, elle s'inscrit dans le long terme. On n'y arrivera jamais en Alors, fait. alors, ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est pareil, c'est tout l'enjeu des débats sur l'environnement. Et ensuite, c'est comment on va y arriver. Bon, donc on va revenir là-dessus. Sur l'échelle temporelle, tous les deux, mon général, il y a une urgence à agir qui est absolument immédiate. Mais éteindre ces lumières, c'est très bien, c'est très vertueux, mais c'est évidemment pas à la mesure de l'enjeu et de la problématique, hein. Et en même temps, c'est une action qui doit être programmée sur plusieurs décennies parce qu'il faut avoir conscience de quelque chose qui donne le vertige. C'est que cette transition, elle impose de tout changer, c'est-à-dire de changer intégralement et en un temps record l'intégralité de nos modes de consommation et de production. Si on essaye, parce que souvent on parle de la transition et puis on ne sait pas trop de quoi on parle, parce que c'est pas clair, parce que c'est complexe, parce que c'est technique, ça va dans tous les sens. Si on essaye d'avoir un schéma très clair de la transition, je dirais que c'est 3 transitions et 2 mouvements. Une transition énergétique, ça on l'a à peu près en tête, c'est-à-dire remplacer les énergies fossiles qui sont le premier poste d'émission de gaz à effet de serre par d'autres énergies, principalement l'électricité. Ça c'est un. Ouais. Deux, une transition agricole. Parce que l'agriculture, c'est un énorme marteau avec lequel on est en train de tabasser la planète. Et ça, la transition agricole, ça veut dire qu'il faut radicalement changer nos modes de production agricole. C'est énorme, je veux dire. On ne se rend pas compte. Oui, c'est colossal. La troisième transition, c'est une sorte de fourre-tout que j'appelle la transition industrielle, qui est la transition vers davantage de circularité, c'est-à-dire changer les modes de production de tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire à part l'énergie et l'agriculture. Bon. Et ces 3 silos doivent être accompagnés par 2 mouvements de fond qui sont celui de l'efficacité, c'est-à-dire faire autant avec moins, moins d'énergie, moins de matière, autant que possible, et la sobriété, c'est-à-dire si possible aussi, faire attention et faire tout simplement moins, un peu moins. L'immense enjeu politique entre, je dirais, mes adversaires de ce combat d'idées et moi, c'est pas est-ce qu'il faut de la sobriété. On est tous d'accord pour dire qu'il faut de la sobriété. C'est jusqu'où on pousse la sobriété, jusqu'où on peut raisonnablement pousser la sobriété, et qu'est-ce qui se passe si on pousse trop loin la sobriété pour basculer le monde de décroissance. Mais est-ce que nous, en France, on est, j'allais dire, équipés? Est-ce que notre démocratie va nous permettre de faire ça? Alors non, non. Et c'est ça, tout. Là, on passe du premier item, concilier capitalisme et transition, à l'autre question qui est notre système institutionnel. Pourquoi est-ce qu'il est inadapté pour mettre en œuvre cette transition? Alors, il est fondamentalement inadapté pour des raisons structurelles, c'est-à-dire sa nature même fait que le système de la représentation politique, le système de l'élection, n'est pas armé, n'est pas fait pour mettre en œuvre une telle transition. Alors, la première raison à ça, c'est que c'est un système qui est formidable, mais comme de François Gémen, l'écologie n'est pas un consensus. Je vous donne une illustration. Ça doit arriver à la neutralité carbone. On ne peut pas faire un deal entre la droite et la gauche pour dire on coupe la poire, on va baisser nos émissions de 50%. Ça ne marche pas. Là, il faut que ce soit 100%. Donc, l'écologie n'est pas électorale. Il est par
nature court-termiste. Il est lié au cycle électoral, à la durée des mandats. Et on vient de dire, il s'inscrit, la transition, elle, au contraire, elle s'inscrit dans le temps, dans une durée qui est bien plus large. Troisièmement, notre système politique, il sert principalement les gens qui composent le corps électoral. Ce n'est pas eux qui sont les premiers menacés de la crise environnementale. Pour dire les choses simplement, les océans et les forêts ne votent pas. Les générations futures ne votent pas. Les Africains qui vont être les premiers atteints par la hausse des températures, ils ne votent pas en France. Voilà. On a des tas de gens, des intérêts premiers. La crise environnementale. Alors, je ne t'entends plus, Antoine. Ouais, je pense que la connexion est instable. Je ne sais pas si tu nous entends encore. Non, manifestement. Alors, on va attendre qu'Antoine revienne parce que je ne vais pas pouvoir répondre à sa place. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus calé que moi sur le sujet. Euh, je ne sais pas. On va attendre. Donc, en tout cas, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce livre, il fait peut-être peur, mais tout ce qui est raconté là-dedans. Ah, ben voilà, Antoine. J'étais en train de dire, le temps que tu reviennes, que tout ce que tu avais écrit, c'était pas du tout effrayant, c'était très agréable à lire. C'est comme un cours, en fait, comme si tu nous donnais un cours. Je crois que tu donnes des cours, non? Déjà à Sciences Po, c'est ça? Alors, on t'entend pas, ton micro est fermé. Alors, mon micro s'est fermé tout seul. Ah, voilà. Je, Donc, je voilà, n'ai rien actionné. on est en Voilà. train de dire Donc, alors, ouais, ouais. à nos amis auditeurs qu'il ne fallait pas avoir peur de cet essai parce que c'était très agréable à lire. C'est comme un cours et on apprend plein de choses. On peut le poser, le reprendre. C'est très fluide. Moi qui n'y connaissais pas grand-chose, j'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment d'une clarté absolue. Donc voilà, que tout le monde n'ait pas peur d'aller en librairie. Et d'ailleurs, je vous conseille d'y aller parce que c'est très intéressant ce qui est expliqué là-dedans. Mais je te relaisse Ben alors, prendre le propos. mais en tout cas, merci beaucoup parce que me dire que c'est fluide, que c'est clair, que c'est intelligible, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, très clairement. Parce que c'est vraiment, c'est mon ambition première. Je déteste les jargons, je déteste ne rien comprendre et souvent, quand je lis des essais, ben, je comprends pas. Et je déteste aussi le pipeau, le vide. Et donc, j'essaye des choses qui sont extrêmement précises, extrêmement concrètes. Alors, le propos, là, juste avant que ça coupe, c'était de dire pourquoi est-ce que notre système institutionnel est inadapté à mettre en œuvre la transition. Donc, la première raison, c'était que notre système fait du consensus, mais l'écologie, c'est pas un consensus. Ensuite, notre système est court-termiste et l'écologie s'inscrit dans le long terme. Troisièmement, notre système favorise les intérêts du corps électoral, mais ce n'est pas les intérêts des entités et des personnes qui vont être les premières concernées par la crise environnementale. Ensuite, le système politique, il est polarisant. Si vous voulez inscrire l'écologie dans l'agenda politique, eh ben, vous devez vous lancer dans la bataille politique. Et du coup, par exemple, vous devez choisir un camp. Donc déjà, quand vous créez un parti écologiste, ben, vous vous aliénez tous ceux qui ne votent pas. Et vous devez choisir un camp entre la gauche et la droite. Donc en fait, vous nivelez, vous abaissez la question écologique au rang de n'importe quel autre sujet. Euh, Autre chose, pour être élu, il faut faire rêver. Or, cette transition, par nature, elle ne peut pas faire rêver. Parce qu'on a beau dire, raconter des mythes, des fables, des jolies histoires, en disant que tout le monde a y gagné, que la transition, c'est un monde plus joli, plus agréable, avec des espaces verts, etc. Alors, c'est peut-être vrai tout ça. Mais principalement, le cœur de la transition, c'est pas quelque chose de drôle, c'est une contrainte, c'est des contraintes qu'on doit s'imposer et il faut être dans une optique de responsabilité et de se dire qu'on ne fait pas tout dans la vie parce que c'est sympa. Parfois, et même très souvent, on fait des choses dans la vie parce qu'on le doit. Il faut arrêter de mentir aux gens en disant mais allons-y, là on a tous à y gagner, la transition, c'est sympa, c'est fastoche. C'est pas vrai, c'est pas sympa, c'est pas fastoche, c'est du sang et des larmes, mais on n'a pas le choix. Et quand on promet du sang et des larmes, même quand on tient promesse, et peut-être pire encore quand on tient promesse, et bien après on perd les élections. Et même Churchill, il a gagné la guerre, mais il a perdu les élections. Donc ça, c'est un problème. Et dernièrement, d'autres systèmes électoraux, il a un énorme problème, c'est qu'il est déresponsabilisant. Je vais mettre mon bulletin dans l'urne, j'ai accompli mon devoir de citoyen, et puis après, je vais attendre que les élus fassent ce pourquoi ils ont été élus, fassent à ma place. C'est pas comme ça qu'on peut mener une transition. Parce qu'on ne va pas supporter les contraintes
qui vont nous être imposées par des gens qui ne sont pas nous-mêmes. On supporte les contraintes quand on se les donne soi-même. On supporte les règles et les lois qu'on se fixe soi-même. Et c'est ce que la Convention citoyenne pour le climat a prouvé. Elle a prouvé que la même personne peut être un gilet jaune ou un conventionnel climat. La même personne. C'est-à-dire que la même personne placée dans des situations institutionnelles différentes va penser différemment, va agir différemment. Quand c'est les élus qui nous imposent des contraintes, c'est insupportable. Quand on est soi-même placé en situation de responsabilité face à la planète, face aux générations futures, et qu'on a les enjeux véritables en face des yeux, et qu'on n'attend plus de quiconque une prise de décision, mais plus que de soi-même, là on agit. Et la Convention citoyenne, elle a prouvé que des gens qui n'étaient pas particulièrement sensibilisés à l'écologie au départ, à partir du moment où on les mettait face aux enjeux, ils étaient capables d'accoucher du plan le plus ambitieux qu'on ait jamais eu dans notre pays en matière environnementale. Sauf qu'on n'est pas allé jusqu'au bout du processus. On a reçu leur plan et puis après, on a réinjecté ça dans le système de la représentation classique, c'est-à-dire dans le parlementaire. Et le jeu parlementaire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il sait faire? Eh bien, il rabote. Il sait faire du consensus, encore une fois. Donc, je le sais, je m'en suis occupé de cette loi au Sénat. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris toutes les propositions et on les a limées, on les a rabotées. Alors que si on avait pris toutes ces propositions et qu'on les avait soumises au référendum à choix multiples, première proposition, proposition 1, pour, contre, etc., je fais le pari que le résultat aurait été aussi ambitieux que ce que les conventionnels ont fait dans la Convention pour le climat. Ouais, ce qui est dingue, c'est qu'on a tous cette prise de conscience, mais pourquoi, justement, au niveau des institutions, ça ne change pas? C'est très compliqué à changer? Mais ça ne change pas pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. C'est parce que notre système de la représentation Verrou. électorale ne peut pas faire ça. Je vais vous donner un exemple tout bête. On a fait récemment passer une loi pour accélérer le développement des énergies renouvelables en France. Bon. Pour ça, on a demandé aux maires de désigner des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc ça veut dire que sur le territoire de la commune, le maire doit dire, ben ici, là, dans cette zone, on peut mettre des éoliennes, par exemple, alors qu'ailleurs, on ne peut pas. Bon. Est-ce que vous croyez que les maires veulent faire ça? Ben non, ben non, ils n'ont aucun intérêt. Sinon, ils vont On être. a des remontées de tout le pays qui nous disent qu'ils ne veulent surtout pas faire ça parce que c'est extrêmement impopulaire. On ne peut pas mettre sur l'épaule des élus quelque chose comme la transition, ça ne fonctionne pas parce que c'est par nature impopulaire. Si Dramatique. je mets la zone d'accélération chez Pierre et pas chez Paul, Paul va être très content et Pierre, il va gueuler. Et d'un point de vue électoral, c'est pas supportable. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, alors effectivement, par moment, quand je lisais, je me dis, mais comment rester optimiste après tout ce qu'il nous explique? Parce que c'est quand même un peu, c'est horrible, quoi. On se dit que quand même, est-ce qu'on peut s'adapter, finalement, on arrivera à s'adapter en contournant justement ce verrou politique ou pas du tout? C'est Ben, ça. au contraire, enfin, moi j'essaye d'être extrêmement optimiste dans ce livre en montrant les leviers à actionner pour sortir de l'ornière. Oui, Les ça, leviers à actionner, il y en a schématiquement trois. Et aujourd'hui, ils sont soit pas du tout actionnés, soit mal actionnés. Le premier de ces leviers, on vient d'en parler, c'est la responsabilité. C'est pas nouveau, hein, cette histoire de responsabilité. Vous avez un penseur qui est un très grand philosophe, qui est Hans Jonas, ou Jonas, ouais. qui a écrit un livre qui est peut-être le plus important sur l'écologie, notre manière philosophiquement de penser notre rapport à la planète, qui s'appelle le principe responsabilité. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce livre-là? Il dit, il est assez pessimiste, hein, lui, pour le coup. Et il dit, on pourra vraiment changer, mettre en œuvre une transition, que quand on sera responsable nous-mêmes de cette transition. C'est ça la démocratie directe. Et elle est possible aujourd'hui, la démocratie directe. Elle n'était pas possible au moment de la Révolution française. Elle était possible à Athènes, quand on pouvait réunir tous les citoyens sur la agora, et puis plus c'est possible. Et maintenant, elle l'est de nouveau, de multiples manières. Ne serait-ce qu'avec les nouveaux moyens, les nouvelles technologies, la démocratie directe, elle est tout à fait possible. Et moi, je crois qu'il y a une énorme
surprise en fait avec cette transition, c'est que peut-être que la crise environnementale pourrait être la chance de la démocratie. C'est-à-dire que c'est peut-être la crise environnementale, c'est comme Hegel qui nous explique qu'il y a des retournements inattendus de l'histoire, mais peut-être que ça en est un. Peut-être que cette crise environnementale, elle va nous forcer à aller plus loin dans la démocratie en passant au moins sur ce sujet-là à la démocratie directe. Donc le premier principe, c'est la responsabilité. Je peux prendre des mesures écologiques ambitieuses à partir du moment où c'est moi qui les prends, moi le peuple directement. Deuxièmement, ça ne suffit pas, la responsabilité, il y a aussi l'équité. C'est-à-dire que, évidemment, si je prends des mesures qui vont flinguer les plus pauvres, les plus modestes, les plus fragiles, c'est l'implosion sociale. C'est ce qui s'est passé avec les bonnets rouges et c'est encore plus ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. C'est pour ça que ce n'est pas possible de faire une transition sans qu'il y ait massivement une redistribution. C'est ça l'équité. Et le troisième levier, qui est intrinsèquement lié au deuxième, c'est-à-dire à l'équité, c'est le marché et les prix. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et c'est pour ça que sans capitalisme, on ne pourra pas mener cette révolution-là, on ne pourra pas mener cette transition. Qu'est-ce que ça veut dire, le marché et les prix? Ça veut dire tout simplement renchérir en manipulant les prix avec des taxes, renchérir ce qui pollue. Et inversement, avec le fruit de la taxe, subventionner, et c'est là qu'on a de l'équité, surtout en direction des plus fragiles, des plus directement impactés, subventionner ce qui verdit, renchérir ce qui pollue, subventionner ce qui verdit. C'est-à-dire créer des courroies de financement ad hoc qui sont faits pour ça. Et ça change tout. Et c'est ce que nous apprennent les économistes depuis longtemps, parce que les économistes s'intéressent à l'environnement. Il y a tout un pan de l'économie qui est l'économie de l'environnement, qui nous apprend que tout est une question de ce qu'on appelle le signal prix. C'est le prix qui va aider le consommateur d'un bout à l'autre de la planète à changer ses comportements de consommation. Parce qu'on aura renchéri ce qui pollue et subventionné ce qui verdit. Et inversement, ou plutôt parallèlement, c'est aussi le prix qui va aider le producteur à changer sa production, c'est-à-dire à innover pour aller dans la direction de biens et de services qui sont moins offensifs pour l'environnement, pour la nature, pour la planète. Et ça, c'est vrai à toutes les échelles, y compris à l'échelle mondiale. Parce que ce signal prix, cette logique du signal prix, vous pouvez l'injecter dans le système mondial des échanges, c'est-à-dire dans le système du libre-échange. Il n'y a même pas besoin de changer les traités internationaux. Aujourd'hui, les traités internationaux permettent ça, c'est-à-dire permettent de lutter contre le dumping environnemental, c'est-à-dire contre le fait qu'aujourd'hui tout est raboté, nivelé par le bas en termes de normes environnementales, parce que c'est celui qui a la norme la plus basse sur laquelle on va s'aligner, parce que personne ne fait de protectionnisme écologique. Alors que si, et c'est du volontarisme politique ça, on commence à dire, et non, on ouvre nos marchés que s'il y a une contrepartie environnementale en face. Sinon, on les ferme. C'est ce que l'Europe commence à peine à faire, mais mal et pas assez, avec la taxe carbone aux frontières. On dit, attendez, nous, on a une taxe carbone. Et donc, on est en train de pénaliser les productions européennes. Non, c'est pas possible. Pour ça, on va ajuster des importations. Si vous avez des importations carbonées, eh ben, on va vous faire payer une taxe. Et comme ça, on équilibre les choses et surtout, on crée une force, en fait, d'entraînement d'un bout à l'autre du monde. Parce que tout le monde a intérêt au libre-échange, en particulier les pays en développement, qui n'ont pas autrement, si on ne mène pas ce type de politique, d'incitation à avoir une trajectoire de développement moins carbonée. Alors, je voudrais qu'on parle 2 minutes parce que ça, je crois que vous êtes pour le compte carbone individuel et annuel. Alors, pour qu'on soit, là, on vient de parler de la taxe carbone. Qu'est-ce que c'est qu'un compte carbone? Alors, parmi tous les instruments que j'appelle de marché, qui sont des instruments économiques à mobiliser et qui supposent l'existence d'un marché, donc l'existence d'un capitalisme, donc l'existence d'une croissance économique, tout ça, ça va ensemble. Alors, parmi tous ces instruments de marché, il y en a plusieurs qui ne sont pas forcément tous compatibles ensemble. Je vous donne un exemple. L'Europe a créé un système de quota carbone. Récemment, elle l'élargit. Donc, il y a un autre marché du carbone.
qui va s'appliquer aux énergies fossiles à l'intérieur de la France, à l'intérieur de notre pays et de tous les pays d'ailleurs. Bon. On a fait ça, mais on a fait une taxe carbone. C'est une mécanique différente. Quand il y a un système de quota carbone, ce n'est pas évident de faire à côté une taxe carbone. Mais c'est possible. Ah, on a reperdu Antoine, juste au moment où il nous explique quelque chose qui est très important, que moi je ne connaissais pas trop. J'espère qu'il va revenir vite. On est désolé pour cette connexion instable, mais c'est les aléas climatiques. Ah, le voilà. Tu nous entends pas? Coucou, ça y est, je suis Ouais. revenu. Alors, je ne sais pas où ça. On était Oui, sur le compte, ça a coupé juste au moment où tu expliquais ce que c'était le compte carbone. Ça recoupe aussi. Bon, d'accord. Alors, je crois que je crois me souvenir, je crois savoir à peu près où j'en étais en disant qu'il y avait plusieurs instruments qui c'est ça. pouvaient être compatibles ou pas forcément, mais en tout cas actionnés alternativement ou cumulativement. Donc, les quotas carbone, la taxe carbone et pourquoi pas aussi le compte carbone. Alors, le compte carbone, c'est quoi l'idée? On va bloquer sur le compte carbone. Je pense que là, la météo n'est pas. Posé par des gens. Ça coupe. Est-ce que tu nous entends, Antoine, ou pas? Oui, là, je t'entends. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Oui, je vais parler du compte carbone. Alors, le compte carbone, comme je le disais, c'est pas une idée de mon fait. Hein, ça a Non, été non. proposé il y a quelques années par des gens sérieux. Et l'idée, c'est que chaque individu ait une sorte de budget carbone individuel par an. De la même manière que vous avez un compte en banque et que vous avez un budget en euros. Donc, parallèlement à votre budget en euros, vous avez un compte carbone. Ça veut dire que vous avez une possibilité d'utiliser un acte économique d'achat, par exemple, eh bien, vous payez à la fois en euros de la chose, mais aussi le carbone que sa fabrication a représenté. Donc, ça vient lever votre compte carbone. Bon. Au bout d'un moment, si vous êtes à court de carbone, vous pouvez acheter du carbone, des comptes carbone, des droits carbone, à des gens qui, eux, n'ont pas besoin. C'est-à-dire ont un mode de vie qui est moins carboné. Mais on fait comment? Alors, Concrètement, ça, on fait comment? c'est eh ben, concrètement euh, ceux qui vont euh, exploser leur budget carbone annuel et vont avoir les moyens d'acheter du carbone supplémentaire, ils vont payer avec de l'argent la possibilité d'émettre plus de carbone. Et inversement, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont décarboner leur vie pour pouvoir gagner de l'argent avec leur carbone. C'est-à-dire que ça devient un système de redistribution et ça devient un revenu complémentaire, le carbone, dans ce système. C'est extrêmement malin, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement efficace et c'est extrêmement responsabilisant. Et est-ce que les entreprises ne le font pas déjà, ça? Alors, c'est un petit peu ce que certaines entreprises font dans le cadre du premier marché européen des quotas carbone, mais qui concerne qu'un certain nombre d'activités. C'est-à-dire aujourd'hui, les activités les plus polluantes, type sidérurgie ou production d'énergie, voilà. Euh, on est en train, comme je vous le disais, de créer un système de quotas carbone pour les énergies fossiles maintenant, qui va être d'application dans chaque pays de l'Union européenne, en complément. C'est pas tout à fait, ça y ressemble entre les entreprises, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Sauf que là, le compte carbone, c'est individuel. Ce Par serait exemple, individuel. Alors, le compte carbone, ça pourrait aussi être une idée extraordinaire pour permettre aux jeunes de bénéficier d'un capital de départ dans la vie. Parce que si, durant leur enfance, avant d'être majeurs, ils sont sur le compte carbone de leurs parents, leurs droits à carbone s'accumulent tout au long de leur enfance et de leur adolescence et peut être monétisé au moment où ils entrent dans l'âge adulte. C'est une vieille revendication de la gauche d'avoir un capital de départ dans la vie. Ben, ça pourrait être possible grâce au compte carbone.
Alors, comment on fait pour ça? Moi, par exemple, pour savoir combien j'ai sur mon compte carbone individuel, je Ah, fais comment? mais c'est très simple. C'est exactement comme pour vos euros. Comment vous savez J'ai un combien compte en d'euros vous banque. avez sur votre compte? J'ai un Ben, compte en c'est banque. pareil. C'est D'accord. exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que j'imagine qu'avec les technologies actuelles, le compte en banque sera couplé avec le compte carbone. C'est-à-dire que quand vous consulterez votre compte en banque, vous verrez en même temps l'état de votre compte carbone. Et évidemment, il n'est pas question d'interdire, faute de carbone, aux gens d'avoir. Mais c'est exactement la logique que les minima sociaux pour les gens qui sont extrêmement pauvres et qui n'ont plus d'argent sur leur compte. Un qui utilise beaucoup son compte carbone, c'est Je n'ai Charles plus III. d'argent. Charles III l'a utilisé quand il est venu en France, apparemment. C'est Charles III, quand il est venu en France, d'après ce que j'ai vu, comme il est venu en avion, il a acheté, il a payé, il a utilisé son compte carbone. Il a voulu dédommager. Donc, ça fonctionne aussi comme ça. On est d'accord? Ou pas? ça ne me parle pas. Non, ça ne me parle pas. Je ne vois pas, c'est sans doute vrai, mais je ne vois pas dans le cadre de quel mécanisme Ouais, parce qu'en fait, il explique. existant. Voilà, il aurait pu prendre l'Eurostar, par exemple, qui était beaucoup moins, Oui. voilà, qui émettait moins de carbone, mais il a pris un avion. Donc, du coup, pour compenser, il a expliqué qu'il avait, Ah, voilà, il avait je acheté du crois, ça carbone. y est. Alors, je Je crois que l'ai je mal expliqué, comprends. mais oui. D'accord. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des possibilités, mais qui malheureusement ressemblent un peu à des arnaques, de payer des compensations carbone. Mm. Mais ça, c'est extrêmement problématique et ça ne fonctionne pas vraiment parce que ça veut dire que vous payez une somme pour qu'avec cette somme, par exemple, la compagnie aérienne finance des plantations d'arbres. Ouais. Voilà. Or, ça ne fonctionne pas parce que ça part du principe que la nature se compense. Mm. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas en plantant quels arbres ou d'ailleurs on n'en sait rien, mais c'est pas en plantant 10 arbres qu'on va vraiment compenser une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Oui, tout à Donc fait. ça, c'est une vue de l'esprit, c'est un moyen de se donner bonne conscience, mais ça fonctionne pas vraiment. Et donc c'est pas du tout la logique du système dont je vous parlais. Mm. D'accord. Est-ce qu'il y a des pays, je crois que les pays nordiques, est-ce que les pays nordiques, eux, sont plus avancés sur que. Alors nous, on a bien, vous l'avez très bien expliqué par rapport à nos problèmes institutionnels hein, de démocratie. Est-ce que on donne toujours les exemples des pays nordiques. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les pays nordiques? Est-ce qu'ils peuvent plus, parce que j'imagine que c'est leur système institutionnel qui leur permettent d'aller plus loin que nous? Alors, Pourquoi c'est des exemples? alors, alors, il faut battre en brèche un certain nombre d'idées reçues. Alors oui, les pays nordiques sont bien placés, mais la France, elle est bien placée. La France, elle est bien placée en termes d'émissions de gaz à effet de serre du fait de son nucléaire pour la production d'électricité. Le nucléaire étant totalement décarboné. Donc, on n'est pas très loin. Euh, Par ailleurs, il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, même les pays les plus vertueux ne sont pas dans les clous déterminés par le GIEC. Même les pays les plus vertueux ne sont pas encore où il faudrait être pour rentrer dans cet agenda. Bon. Alors enfin, il y a une dimension, par exemple, si je prends la Suède, qui est encore une fois celle du levier de marché, du mécanisme des prix. La Suède, par exemple, est assez performante parce que ça fait longtemps qu'elle a créé une taxe carbone efficace. Voilà, ça c'est un de ce que j'appelle ce troisième levier du signal de prix. Je vais venir mettre le bazar un peu, non pas dans dans la connexion qui est déjà bazardeuse, mais dans le reste. L'Europe vient de reconduire l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. La France est abstenue de voter.
En 2015, déjà, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, avait déclaré que c'était cancérigène. On est quand même dans un truc Bayer, Monsanto, économique, quand même grossier, et un ministre qui explique qu'on ne peut pas se permettre, que l'agriculture n'ayant pas d'alternative, on ne peut pas se permettre de se passer de cette chose qui tue des gens quand même. Euh, Ton avis? Alors, je vais être extrêmement honnête, le dossier du glyphosate, je ne le connais pas. Donc, je ne Ok. veux pas dire de bêtises. C'est-à-dire que je ne veux pas raconter n'importe quoi. Le glyphosate, je ne me suis absolument pas penché dessus. Alors, il y a une raison pour laquelle je ne me suis pas penché dessus, c'est que schématiquement, on peut classer les questions environnementales en deux grandes catégories. La catégorie sanitaire, Mhm. on est un enjeu sanitaire, et la catégorie écologie. Et moi, je me concentre vraiment sur les questions Sur l'écologie écologiques et et assez peu, politique. peut-être insuffisamment, sur l'aspect sanitaire qui principalement concerne la santé humaine. Quoi. Voilà. Je ne sais pas, par exemple, si le glyphosate pose un problème de biodiversité. C'est possible. Je ne connais pas du tout le dossier, donc je ne veux pas dire de bêtises. D'accord. Il pose, enfin, il a été énormément démontré et par les scientifiques et par des journalistes qui ont enquêté. Je pense à celle qui avait fait Le Monde selon Monsanto, Marie-Monique Robin. Beaucoup de gens ont travaillé sur tous ces pesticides. Mais quand un ministre dit, c'est-à-dire, il ne dit pas, c'est pas dangereux. Il dit, on peut pas se permettre. Oui. C'est un peu comme quand on n'avait pas ratifié les accords de Kyoto aux États-Unis parce que l'économie américaine ne pouvait pas se permettre. On a un peu rien à faire de l'économie américaine quand on est tous morts, hein. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté énorme de demander des efforts aux citoyens lambda alors que les entreprises sont en train de s'en foutre complètement et de multiplier euh, la, la Alors, possibilité que nous allions vers un chaos? alors, alors, il y a deux questions dans la question. Oui, La première question, c'est est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative? c'est Et comme je ça. ne connais pas le dossier, je ne veux pas vous dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais même si c'est vrai, est-ce que c'est Alors, cohérent de continuer à tuer des gens? mais j'arrive là-dessus. C'est hyper important de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative. Bon. Ensuite, si effectivement il n'y a pas d'alternative, de manière générale, dans toutes les décisions relatives à la transition, c'est un énorme casse-tête, ça. De savoir quel est l'ordre séquentiel des décisions qu'on doit prendre. Par exemple, pour les transports, si je renchéris l'essence ou que j'interdis aux gens de prendre leur voiture, mais que très clairement, ils n'ont pas d'alternative de transport, ça ne fonctionne pas. Et là, c'est l'implosion sociale. Et donc, non seulement vous n'avez pas les mesures, mais vous avez le chaos dans la société et vous n'avez même plus d'ordre social. Donc, c'est hyper dangereux. Est-ce que aujourd'hui, on peut conserver des rendements agricoles pour nourrir bientôt 10 milliards de personnes sans le glyphosate et tous les intrants, ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire l'ensemble des produits synthétiques qu'on utilise, qui sont de plusieurs familles. Hein. Il y a les pesticides, il y a les engrais, il y a les herbicides, voilà, toutes ces grandes familles-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'arsenal de possibilités alternatives qui nous permettent à la fois de plus les utiliser et de conserver les rendements, parce que sinon on crève la dalle? C'est une question centrale de la transition agricole. Et la vérité, c'est que non, on n'a pas tous les moyens, mais oui, il faut massivement et rapidement. Au départ, Nathalie me disait pourquoi il faut faire vite. Ben voilà, vite développer ça. Très rapidement, on a trouvé un vaccin contre le Covid-19. Ben, très rapidement, il faut trouver, si jamais c'est indispensable et qu'on n'en a pas, des alternatives au glyphosate et à tous ces produits.
Oui, Il y en a mais des alternatives, hein. Là, aujourd'hui, on oui, ne peut pas oui. dire qu'on n'a pas d'alternative. Non, il y en a. Mais là, tu n'abordes pas du tout l'aspect économique énorme de grosses boîtes qui De ne veulent lobby. pas, et du lobby, oui, absolument, qui se foutent pas mal que des gens meurent à cause d'eux, soyons clairs. Donc ça, euh, Alors, c'est ouf, ça. alors on en revient à la question de la démocratie représentative, qui est forcément sujette à ça. Le lobbying, ça marche difficilement auprès d'un peuple. Le lobbying, ça marche auprès de représentants dont le rôle, ou plutôt l'ambition, est d'être réélu. Et pour être réélu, il faut faire le moins de vagues possible et il faut donc prioritairement satisfaire ce qu'on identifie comme étant son électorat. Donc peu importe si son électorat et ses moyens de continuer à faire carrière dans le système électoral, eh ben, ça soit grâce à Monsanto et à des grosses boîtes. Elles gagneront toujours dans ce système-là. Mm. Alors, est-ce que elles gagnent absolument et systématiquement? Non, parce qu'on est dans une société complexe et que par ailleurs, il y a une pression de la part de l'opinion publique, donc des électeurs, une pression aussi de la part de la société civile qui s'organise pour contrebalancer. Et donc, on est dans un monde qui évolue trop lentement, qui évidemment est encore sujet à des actes de lobbying, évidemment, enfin, là, que tu viens de dénoncer, hein, on ne va pas dire que ça n'existe pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, de séparer le bon grain de livret, c'est-à-dire qu'est-ce qui relève vraiment du lobbying et du pognon, et qu'est-ce qui relève de la réalité physique, de comment on maintient des rendements agricoles sans ces produits. Mm. Je vais revenir Parce en que, parce que arrière. juste je termine, il y a Monsanto et tout ça, et alors là, oui, je veux bien croire que ce soit des affaires de gros sous, hein, je ne suis pas naïf, hein, je ne suis pas non plus un lapin de 6 semaines, mais il y a derrière aussi des agriculteurs, des personnes qui sont très, très mal, hein, et qui vous disent avec la larme à l'œil, moi je fais de mon mieux, je fais ce que je peux, mais je ne peux pas ça, j'y arrive pas, je ne sais pas faire. Mm. Ça existe aussi. Mm. C'est pas faux. Ils mourront aussi d'un cancer comme ça va être parfait. Euh, je vais revenir sur autre chose parce que on a beaucoup parlé de ton livre, et ce qui est normal. Mais Frédéric, ils mourront d'un cancer. Mais toi, Oui, tu seras oui. peut-être bien nourri. Mais toi, tu seras peut-être bien nourri parce qu'ils seront morts d'un cancer. Donc, Non, je il y a mange aussi un pas des aspect. trucs à Non, tu gros manges. rendement. Est-ce que tu manges? Non, tu manges. Oui, Ne mens pas, tu manges. Ouais. Voilà. Je crois savoir que tu manges. Je te connais pas assez, hein, mais voilà. Et tu peux pas sélectionner tout ce que tu manges, à moins d'avoir des moyens que beaucoup de gens n'ont pas. c'est vrai, Bon, voilà. c'est Et vrai. donc, Et- et donc, moi, j'essaye d'avoir, disons, une approche équilibrée mais et de est-ce m'accrocher. qu'on a les moyens en tant que citoyen de s'opposer à ce qui tue la plupart d'entre nous? Et je crois qu'en tant que citoyen, on peut avoir ces moyens, mais il faut qu'on fonctionne autrement. Qu'est-ce Nous, que tu veux dire quand tu dis ce qui tue la plupart d'entre nous? eh bien, à partir du moment où on accrédite l'achat ou, de ces produits qui sont nocifs, euh, on, on entretient notre propre mort, je dirais. Après, tu as raison sur l'aspect économique. Est-ce qu'on Mais, a les mais, moyens économiques mais, de c'est, s'opposer à mais, ça? mais je vais essayer de te mettre en pleine face la complexité du monde. Ces produits qui sont utilisés pour nous faire bouffer, peut-être, qui provoquent un drame, un scandale sanitaire et qu'ils tuent. Encore une fois, sur le glyphosate, je ne me suis pas penché sur la question. Peut-être pas, moi, je ne peux pas me prononcer. Je veux dire, ça serait parler dans le vide. Mais admettons que ce soit totalement avéré, voilà, ça tue. Mais d'un autre côté, c'est cette agriculture-là qui fait vivre. On est dans cet énorme paradoxe que la modernité, de manière globale,
la science et la technologie moderne ont permis une élévation du niveau de vie sans précédent dans l'histoire de l'humanité, mais que bien sûr, il y a une facture Lourde. lourde, mais pour l'instant, il vaut mieux vivre dans notre monde qu'au Moyen Âge. Même s'il y a des contreparties, encore que ça dépend dans quel moi je château. préfère notre époque. En tout Parce cas, que tu te souviens, c'est parce Ah que bah tu te oui, souviens alors plus bien. c'est même pas vrai. juste, C'est parce que juste tu te souviens plus bien de l'époque, mais j'aimerais bien revenir sur ton parcours parce qu'on en a peu dit. Comment tu en es arrivé à ce livre-là, à ces livres-là? Moi, je t'ai connu écrivain de plutôt roman trash au départ. Comment tu es arrivé là? Alors, roman trash, malheureusement, Frédéric, ça prouve que tu ne m'as pas lu. Si, si. Parce que roman trash, certes, mais anticipation. Oui, anticipation, d'accord, mais c'était assez trash quand même. Voilà. Alors, là où je voulais en venir, c'est que je me suis toujours intéressé à la science, à la technique, à l'avenir. C'est le fil conducteur de tout ce que j'ai fait, presque tout. Et donc, j'ai commencé à le faire par le biais de fiction, de romans, euh, aussi parce que je n'osais pas. C'est bon, vous me voyez? oui, oui, on entend Oui. surtout, oui, oui, oui. Je n'osais pas, oui, je n'osais pas écrire des essais. Je ne me sentais pas encore légitime. Il m'a fallu une maturation, une maturité, un parcours pour arriver à ça. Et donc, j'ai commencé par des romans. Je suis arrivé aux essais par des essais un peu plus satiriques que sérieux. Et au bout d'un moment, je me suis senti légitime pour vraiment parler de ce que je connaissais, de ce qui m'intéressait, à savoir le futur, l'environnement et la technologie, enfin, tous ces sujets-là. Là, ça fait plusieurs livres quand même dans lesquels je développe ces thèmes-là. Mais il faut savoir que quand on écrit un roman d'anticipation, en tout cas moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, on se documente énormément Mm. sur ces sujets-là pour pas écrire n'importe quoi. Et par ailleurs, c'est ce que je fais au Sénat. Mm. Enfin, je veux dire, je m'occupe des questions de technologie et de développement durable. Ok. Et entre-temps, D'ailleurs, il crée un prix littéraire en 2005, le prix du style. Oui, voilà, bon, tout à fait. Oui, oui, ben, on peut avoir plusieurs vies. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est bien moi, honnêtement, je vais le redire, hein, je ne savais pas du tout ce que j'allais lire quand j'ai ouvert ce livre. Et franchement, j'ai passé un agréable moment. C'est très clair, je le redis, comme toutes les explications que tu nous as données. On aurait tous aimé avoir un prof un peu comme ça, qui nous explique plein de choses complexes. Moi qui suis allée en droit, j'aurais bien aimé que mon prof de droit constitutionnel soit un peu plus clair. lisez Alors, c'est le précédent, celui sur l'effondrement? Oui, l'effondrement du oui, monde n'aura probablement pas Pas lieu parce lieu. que j'adore les Très titres bien aussi. très longs. Paru chez Flammarion aussi, également. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as un conseil de lecture pour nous? Tiens. ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié cette affaire. Ah, Euh, bravo. ah oui, 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 oui. Alors, un conseil de lecture. Il y a un livre qui a eu un succès extraordinaire quand il est sorti. Alors, pardon, hein, c'est pas forcément un livre d'actualité. Non, c'est pas grave. Euh, voilà, ça s'appelle Le Matin des magiciens de Bergier et Powells. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Moi, ça me parle. Non. C'est un livre qui a été une bombe atomique quand il est sorti, dans lequel Bergier et Powell, qui étaient quand même des personnalités très, très connues hein, à l'époque, très, très médiatiques, ont inventé une discipline qu'ils ont appelée le réalisme fantastique, qui consiste à volontairement et rationnellement rouvrir tous les dossiers que la science officielle avait voulu fermer. Je vous en dis pas plus, absolument décoiffant, exceptionnel. Et j'ai observé que, bah, tu vois, Frédéric, tu en fais partie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent plus ce livre, qui ne le connaissent pas. Il est Alors que sorti pour en quelle moi, c'est année? c'est sorti en 68, je crois, ou 69. Ah, ben voilà, Euh, j'étais pas née. oui, ben, moi non plus. Moi non plus. Voilà, mais vraiment, je le recommande chaudement. C'est un coup de poing, c'est vraiment un truc à découvrir.
Donc, je Voilà. mettrai la référence sous la vidéo. Si on enregistre en fiction, c'est comment? Je dis, je remettrai la référence du titre et des auteurs sous la vidéo pour que tout le monde. D'accord. Alors, et un roman, c'est Les Saisons de Maurice Ponce. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, Alors oui. là, autre inspiration, c'est très poétique, c'est complètement échevelé, c'est complètement dingue, c'est un univers autre qui vous emporte. Voilà, quelque Magnifique. chose qui relève du surréalisme. Eh Bon. bien, il ne me reste plus qu'à te remercier. Nathalie, je te passe la Merci à parole. vous. Moi, mon conseil de lecture, il est là. Donc, si vous n'avez pas compris, si vous C'est n'avez pas gentil, ça. bien Merci entendu, beaucoup. il est là. Merci. Franchement, allez-y parce que n'ayez pas peur. Je sais que ça peut effrayer, mais on sourit. Moi, j'ai souri parce que je me dis, tiens, il utilise des gros mots comme biomasse, déforestation, il ose. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un très bon passage sur la transition agricole qui est un véritable défi. Et ça, moi, ça m'a éclairé sur plein de choses. Donc, n'hésitez pas à aller en librairie, acheter Faut-il une dictature verte d'Antoine Bueno aux éditions Flammarion. Avant de nous quitter, nous on se retrouvera lundi à 19h avec Jérôme Arnaud Wagner pour son dernier roman, Jamais je ne te quitterai, paru aux éditions Ramsay. Donc un grand merci Antoine d'avoir été avec nous ce soir. Merci Nathalie, merci Frédéric. L'oral apporte beaucoup à l'écrit. Allez en librairie, il est là, vous le verrez de loin, le point levé. Merci beaucoup Antoine, bonne soirée. Merci à vous. Merci.